Et bonjour YouTube. On va partir sur le Paléo Actu. Donc ce mois-ci je vais traiter deux sujets. Donc premier sujet, ce sera un fossile perdu puis retrouvé dans une université du Brésil. Nous en apprend plus sur l'apparition des archosaures. Et le deuxième sujet du coup que j'ai un poil moins travaillé mais qu'on va continuer de travailler ensemble là après. C'est Suchomimus ou Christatusaurus. Donc une recherche sur le museau et notamment la sensibilité du museau des Spinosauridés nous apprend aussi que Suchomimus et Christatusaurus seraient la même espèce et donc quel est le nom qui va rester. Voilà, on va commencer par le premier sujet. Je vais également mettre les trucs de Paléo Actu. Alors. Voilà. Ah voilà, on est en mode Paléo Actu. Donc, le premier sujet. Donc, il s'appelle A New Aquacopodan Archosauriform from the Middle Triassic of Southern Brazil and the phylogeny of Euparkeridae. Donc, en français, ça nous donne un nouveau Archosauriforme Eucrocopodam du milieu du Trias moyen au sud du Brésil et la phylogénie des Euparkeridae. Donc, je vous mets le lien de l'article et sinon donc je l'ai découvert en premier sur le compte Instagram de Marcos Pinheiro. En vrai c'est un compte assez sympa pour avoir les articles qui tombent direct. Je sais pas si c'est vraiment une personne derrière qui prend le tout faire ou si c'est automatisé. À mon avis c'est peut-être une personne directement parce qu'il y a un petit délai sur la publication de l'article. Cet article là en question il date du 10 juin et le post a été fait le 14 juin. Ou peut-être que c'est automatisé et que c'est bien foutu. Parce qu'en gros donc dans son post il nous met le résumé de l'article, il nous met les figures de l'article. La plupart des articles c'est des articles qui sont disponibles au public, donc ça c'est assez chouette. Donc en fait moi voilà, ça me permet de choisir en fait d'aller regarder ça. Je regarde le résumé, je me dis je regarde les figures aussi et je vois un petit peu s'il y en a un que j'ai envie d'aller approfondir. Alors lui je vous avoue que je suis tombé dans le bac de nouvelle espèce, tiens celui-là est sur une nouvelle espèce, je vais aller regarder un peu. Bon il y a aussi les reconstitutions, les paléoart dans l'article qui ont donné envie d'y voir plus clair. C'était pas un sujet simple à traiter parce que ça dépassait un petit peu beaucoup quand même mes capacités, mais j'ai appris des trucs en vrai, c'était cool. Il y a le fait aussi que c'était pendant la semaine à 40 degrés, donc évidemment c'était pas si simple de réfléchir. En fait il y a vraiment le moment où j'ai décidé d'aller passer 3 heures dans un café qui était climatisé, où j'ai réussi à pu lire l'article, à le comprendre, enfin à comprendre des trucs et à résumer. Et merci pour le raid Alan Barbeau. Voilà, j'espère que ça s'est bien passé. Et bah vous tombez bien parce qu'on commence tout juste le Paléo Actu. Donc aujourd'hui c'est pas un stream dessin, aujourd'hui c'est un stream où on parle de paléontologie, d'actualité paléontologique avec deux articles qui ont été publiés ce mois, voilà en ce mois de juin. Et bonjour aussi à Manu Lalouve. J'étais en train de parler voilà, de ce compte Insta, le compte Insta de Marcos Pinheiro, qui me permet d'être au courant. D'ailleurs, voilà, vous êtes aussi spoilé du deuxième sujet. Hein. Et il y a pas mal de sujets un petit peu intéressants. Après, bon, j'ai pas tout le temps du monde non plus, toute l'énergie du monde non plus. Et coucou Vépirou, tiens. Voilà, j'espère que ça va. Jisoo, coucou le raid et coucou tout le monde. Mais oui, on va être voilà, sur de la paléontologie ce matin. Sur voilà, le post en question là, avec les figures. Donc ce qui est bien c'est que en fait dans ces posts on a le nom de l'article, le résumé. Donc c'est pas mal pour aller trouver des trucs.
Finalement, je vous avoue que je fais même pas. Enfin, je crois que normalement, la bonne technique, après, bon, il y a plusieurs techniques, mais la technique qu'on fait normalement pour faire de la veille scientifique, c'est que je crois qu'on tape des mots-clés spécifiques sur Google Scholar et on se crée une alerte. Mais en fait, j'ai même pas besoin de passer par là. Est-ce que je vais devoir. Non, il y a des nuages en vrai. Ouais, il y a des nuages, mais pas tant que ça. Je vais aller baisser le volet, les gens, je reviens après. Je vais pas te baisser totalement parce que je crois que ça va être quand même assez nuageux un peu. Ouais, en vrai, je vais laisser comme ça. Bref. Bonjour et au revoir. Ah, tu vas être en retard à un rendez-vous, je connais ça. Voilà, bon rendez-vous à toi du coup. Tiens, on va remettre la musique. Non, la musique est là. Oh, c'est bon. Alors. Oui, je crois que normalement, un moyen de faire, c'est ça. Donc en se mettant des alertes sur Google Scholar et en recherchant des mots-clés spécifiques quand tu es au courant. Mais là, en fait, c'est pratique. C'est pratique. Moi, ça me gagne du temps en fait de faire ça. Et finalement, est-ce que ce serait pas aussi une autre méthode pour faire de la veille scientifique? Bah tiens, moi qui avais pas d'idée de projet de recherche pour m'inscrire là au master, bah, j'ai qu'à faire ça, tiens. Est-ce que les réseaux sociaux et la vulgarisation de la paléontologie, voilà, j'ai qu'à faire ça. Donc bref, donc pour le sujet. Alors, on va quand même avoir besoin de quelques notions pour comprendre l'article avant. Donc, je vais commencer par ça. Notamment donc le Trias. Donc, je vais vous afficher les infographies de la page Wikipédia du Trias. Donc, voilà, on va se concentrer sur le Trias, sur cet article. En anglais, c'est mieux. Il y a des meilleures infographies. Voilà, la Terre à l'époque du Trias, et notamment on voit un petit peu dessiner ici les continents actuels. Donc, il a été retrouvé dans le sud du Brésil, la nouvelle espèce. Donc, le sud du Brésil, à l'époque du Trias, c'était ici. Donc, c'était dans le sud du coup de la Pangée. Ah oui, tiens, il faut que j'aille chercher le dictionnaire de géologie aussi, c'est vrai. Attendez. Ça. Alors, chercher, voilà, le dictionnaire de géologie qui nous parle aussi du Trias. Les rabats aussi du dictionnaire de géologie parce qu'il y a une échelle des temps géologiques. Voilà. Alors la page du Trias. On va aller chercher ça. Alors je vais essayer d'être le plus clair possible. N'hésitez pas à poser des questions aussi les gens d'ailleurs, hein, vraiment. Et je ferai de mon mieux pour y répondre. Donc le Trias, c'est la première période hein, de l'ère mésozoïque. Parce que donc il y a Trias, Jurassique, Crétacé. Hop. Donc qu'est-ce que nous en dit le dictionnaire de géologie? Attends, le R. Non, c'est après le O. Ok, Trias, ici. Trias. De von Alberti en 1834. Ce nom faisait allusion aux 3 divisions que comprenait le Trias germanique, de bas en haut, Bunstenden, Muschelkalk, Kupper, avant que l'on y ajoute le Rétien, donc en anglais on dit Triassique. C'est la période la plus ancienne du Mésozoïque, il y a entre 252 et 201 millions d'années. En Europe, on oppose souvent un faciès alpin du Trias, représenté surtout par des calcaires et des dolomies marines,
a un faciès germanique constitué de dépôts détritiques, surtout continentaux, coupés par un passé marin épicontinental à Muschelkalk. Les désignations stratigraphiques y sont ainsi souvent différentes selon que l'on s'adresse au Trias germanique ou au Trias alpin. Tu croyais que la Pangée c'était le seul gros continent? Là elle a l'air un peu coupée en deux. Non, c'est normal. En fait, la Pangée s'est séparée en deux au cours du Mésozoïque. Genre, ça a commencé au Trias. Après, on a eu Laurasia et Gondwana. C'est où? Je cherche l'échelle des temps géologiques. Alors, on va déplacer un petit peu le Précambrien. Paléozoïque, non, on veut l'ère secondaire, voilà le Mésozoïque, donc le Trias. Et là on voit, donc là il y a la répartition des ères, après on appelle ça des périodes, des époques et des étages. Donc le Trias qui est la première période de l'ère Mésozoïque, qui est divisée en 3 époques, donc inférieur, moyen et supérieur. Ici on s'intéresse donc au Trias moyen, pour l'espèce qui a été découverte. Et pour les archosauriformes dont parle cet article, on s'intéresse au Trias inférieur à moyen. Et le Trias ensuite il est divisé en plusieurs étages. Pour l'inférieur on retrouve l'Induin et l'Holonéquien. Pour le moyen on retrouve l'Anicien et le Ladinien. Et le supérieur on retrouve le Carnien, le Norien et le Rétien. Alors après c'était la définition de la géologie du Trias. C'est pas ce qui va nous intéresser le plus. Hop, attends, je reprends mes notes. Voilà. On a aussi une autre échelle des temps géologiques. Hop, il faut que je pose ça quelque part. Il faut que je ferme mon volet en vrai aussi. Je ne vais pas avec le soleil. Voilà. Donc, on a aussi une bonne chronologie là ici. Ici on a un petit zoom sur le Trias. Bon, je vous l'ai montré, mais là on voit un petit peu mieux. Là encore mieux, là c'est encore mieux zoomé. Sur les étages du Trias. Et d'ailleurs je peux vous dire, donc on va s'intéresser surtout au Ladinien, parce que c'est à cette époque donc qui a été... Enfin c'est de cette époque que date la nouvelle espèce de gros Euchrocopodane qui a été découverte. Donc le Ladinien c'est entre 240... c'est vers 241 millions d'années. Sa limite. Et donc là, voilà, il y a la Terre. Là. Donc c'est bien un seul continent si tu regardes des ronds. Même si on dirait qu'il y en a deux, oui, mais il est encore relié par là. Donc t'as encore la Pangée qui est en passe de devenir Laurasia et Gondwana. Les Tangiens, c'est vers chez toi. GG, cool. Enfin non, c'était vers chez toi, donc ça l'est plus. Mais globalement, ouais, ils ont des noms en référence au lieu où on peut retrouver... alors c'est pas les holotypes parce que c'est des fossiles. Non, les holotypes c'est pour les fossiles. Oui, c'est... Ah, c'est pas clair, désolé, je suis fatigué. On va lire les notes. Voilà, le Laurasia du coup est au nord, le Gondwana au sud, ce que nous explique la page wiki. Donc ouais, on est sur une époque où la Pangée se divise, mais elle est encore reliée. Voilà, durant le Trias. Après donc avoir parlé du Trias, il faut qu'on parle phylogénie, notamment avec qu'est-ce que c'est Archosauromorphe, Archosauriforme, Archosaure. Donc on va aller également sur Wikipédia. D'ailleurs en fait je vais aller là direct pour aller chercher les liens, ça va être plus simple. On va aller là pour aller afficher l'art phylogénétique qui est beaucoup mieux en anglais. Donc on va aller sur la version anglaise à nouveau. Alors en français en vrai c'est pas mal pour avoir une description un petit peu visuelle là, de nos archosauromorphes.
Si vous regardez les vidéos d'ailleurs de Simplex Paléo, ça peut devenir assez confusionnant entre les morphes et les formes. Mais du coup, de ce que j'ai compris, c'est morph, ça vient avant. Et il y a un truc aussi pas mal en phylogénie. Enfin, il y avait une analogie que j'ai trouvé pas mal. Alors, je vais me remettre comme ça pour pas afficher n'importe quoi. Donc on va, hop, se créer un document. Là, ici. Voilà, je vais vous donner, hop, un exemple. Donc on va appeler ça par exemple phylogénie. Et là, vous voyez, c'est par rapport hop, dans les dossiers de l'ordinateur. D'ailleurs, c'est même encore mieux si c'est... Attendez, je vais essayer de faire ça bien. Alors, je vais enlever le dossier là. Il faut que je le fasse directement sur mon PC. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Donc là, on va le faire. On va faire ça sur le PC. Donc, on va prendre... Je vais ajouter un document. J'arrive pas à ajouter un dossier. Bon, en gros, en fait, vous voyez, vous avez une sorte d'organigramme un petit peu en haut quand vous avez un dossier. On va se remettre dans document du coup, tant pis. On va prendre par exemple donc Soria. Ça, c'est tout ce qui est Sorien. Alors, regardez pas ce qu'il y a avant. Bah là, de toute façon, on voit où il est. Là, on a le clade Soria. Et là, après, on a l'arbre phylogénétique. Oula. Pourquoi il y a que les squamates ici? On a Soria. Après, on a Archosauromorph. Donc, c'est comme si on avait un dossier à l'intérieur qui s'appelle Archosauromorph. Mais on n'a pas que ça comme dossier dans les Soria. Par contre, il y a un problème avec le lien ici. Le lien n'est pas bon pour les Soria. Il y a un petit problème là dans le wiki avec le lien. Bah là, en fait, là, on voit, genre, on a les archosauromorphes ici. On a aussi les lépidosauromorphes. Donc, on va aller les mettre. Là. C'est pour l'exemple, voilà, lépidosauromorphes. Et on retrouve aussi quoi? Les Yungina et les Petrolacosaurus. On va les mettre aussi. Les Yungina, les Petrolacosaurus, les Petrolacosaurus. Là, vous voyez, je clique sur Archosauromorph. Et là, je sais pas si vous arrivez à voir avec l'échelle de zoom en haut, mais en gros, vous voyez que, enfin voilà, les Archosauromorphes sont des Soria, ça ne l'enlève pas. Et donc, dans les archosauromorphes, après, on a Yungina et Petro. C'est pas des frères de Soria plutôt que des fils de Soria? Ah oui! Oui, effectivement. Effectivement, c'est vrai. J'ai mal vu. Effectivement, mais c'est des groupes frères. Donc là, en fait, oui, ils seraient plutôt là. Là, c'est comme si on avait plusieurs. Bon, du coup, je vais les enlever. Est-ce qu'on va se mettre juste là? C'est vrai, faut que je fasse mieux. Donc, dans les archosauromorphes, on a les Coristodera. Donc, on va rajouter un dossier. Coristodera. Après là, on a un autre dossier et j'ai pas son nom. Ça va être un dossier sans nom. Parce que ce qui est pas pratique. Ils ont pas été décrits. On a les Protosauria d'un côté. Ok, donc on rajoute un dossier.
Ah, il faudra les mettre dans un autre dossier. Hein. Hop. Voilà, celui-là, il va s'appeler nouveau dossier. Donc, dans le nouveau dossier, donc on met donc un autre... Bon, mon exemple sera pas forcément bien foutu parce que le... Après, je pense que vous avez un peu compris le principe. J'avais vu quelqu'un qui avait bien foutu le truc sur un reel Insta, mais je l'ai pas gardé. Donc ça aurait été bien de vous montrer... Après, si on vous avez aussi le principe des boîtes. Bon, après, l'arbre en vrai, on le comprend quand même un petit peu. Sinon, n'hésitez pas à regarder la vidéo de la science tout simplement qui parle justement des arbres phylogénétiques. Donc, dans Archosauromorpha, donc qui font partie du clade des Sauria, on en retrouve plusieurs. On retrouve les Corystodera qui sont divisés donc entre Lazarusucus, Champsosaurus, Steniogenis. Ensuite, après, on a une autre division là, qui sont regroupés donc dans les Protosauria où on va retrouver Protosaurus. On va retrouver les Drepanosauridae, les Tanistrophéidae. Et donc ils ont, là on a encore une autre branche où on va retrouver, tiens, les Trilophosaurus notamment. Je vous en avais parlé quand c'était avec un des derniers Paléoart à colorier où justement on était en train de voter entre Trilophosaurus et Typothorax pour la proie du Postosuchus. Donc on le retrouve là à nouveau ici. Ah, on a tout ce qui est Rhynchosaure là. Avec les Rhynchosauria. Et donc là, après, on retrouve les Archosauriformes. On va également ouvrir ça. Et là, il n'est pas en entier, hein, le groupe des Archosauriformes. Il n'y a pas juste Proterosuchus et Euparkeria. On va regarder donc un petit peu, tiens, un exemple, des exemples d'Archosauriformes. Ah, c'est pour ça qu'il était pas bien, j'étais sur la version en français. Ouais, c'est ça, je voulais juste regarder la description. Donc, la description, voilà. C'est ça qu'on va surtout regarder. Les différents membres basaux des archosauromorphes ont souvent été classés dans d'autres divisions des diapsides, comme le taxon obsolète des Euriapsides. Les rhynchosaures ont même été classés dans l'ordre des rhynchocéphales, même si l'apparence des membres basaux des archosauromorphes varie. De petits détails du squelette, en particulier du crâne, donnent à penser qu'ils descendent tous d'un ancêtre commun, exclusif. Ils possèdent notamment un grand os prémaxillaire. Donc, prémaxillaire, c'est au niveau de la mâchoire. Un large crâne et souvent une sorte de bec adapté à la mastication de certains végétaux. Donc un exemple avec Shringasaurus. J'aime bien un peu la tête de celui-là. Je sais pas ce que vous en pensez, genre, il a une bonne tête. La Protosaurus, bon, on a juste le squelette. Dans la version en anglais, un peu mieux. Je sais pas, globalement, ils ont des meilleurs arbres phylogénétiques. Tiens, bah voilà, on a l'exemple. Allez, l'exemple du crâne, là, avec... Bah, il se recourbe un petit peu en crochet. Les membres basaux, c'est ce que j'appelais les feuilles de l'arbre. C'est-à-dire les trucs qui n'ont pas de sous-dossier. Ça, c'est... Enfin, c'est pas... Enfin, c'est... J'arrive pas encore totalement à comprendre. Parce que j'avais l'impression que basaux, c'était... C'était genre ceux qui ont divergé un peu en premier, mais je suis pas sûr. Donc ça, j'avoue que j'ai pas tout à fait la réponse à ça. Ah oui. Oh, l'art phylogénétique est effectivement mieux dans la version anglaise. Hein. Alors par contre, groupe couronne, ça c'est une notion que j'ai appris justement en essayant de taffer un petit peu ce sujet. Où en gros, un groupe couronne, ça va regrouper donc tout un clade où il y a tous les descendants et donc avec jusqu'à l'ancêtre commun. Donc en gros là, le groupe couronne ici c'est Sauria. Donc qui est aussi appelé le groupe des reptiles. Et là j'aime bien parce qu'il y a des petites illustrations et tout. Et le wiki anglais est mieux. Ah, vous avez même là tout ce qui est Archelosauria, avec tout ce qui est tortue et tout.
Et Echak au marché serait contente. Donc là, voilà, on retrouve les archosauromorphes. Donc les tortues se sont divisées très tôt dans les reptiles. Genre voilà, il y a quand même un éloignement entre les dinos et les tortues. Parce que les dinosaures, on va le voir après, mais ils sont dans les archosauromorphes. Et voilà, là c'est plus simple, là, quand même. Il est beaucoup plus simplifié. Donc là, on voit dans les archosauromorphes, on a Prolacertiforme. Donc on a même une petite image, voilà, de à quoi ça ressemble globalement à Prolacertiforme. Trilophosaurus, donc que je vous ai déjà montré. Tout ce qui est Rhynchosaure. Les Rhynchosaures, on voit qu'ils sont frères avec les Trilophosaurus. Bon, lui, c'est peut-être pas son meilleur angle. Et après, on retrouve les Archosauriformes. Et on a un croco en exemple. Et coucou Juan, j'espère que ça va. Allez, on a un autre cladogramme ici. Ah, même tout ce qui est Crocopoda. Voilà, donc là on apprend que les Archosauriformes sont également classés dans des Crocopoda. Et justement le groupe qu'on va voir après s'appelle Eucrocopoda. Donc Crocopoda ça veut dire pied de crocodile. Croco, crocodile, pod, pied. Voilà. Donc globalement voilà, ils ont tous plus ou moins de détails. Donc on va aller voir les Archosauriformes. Du coup, qui sont inclus dedans. Et là, voilà, on peut voir notamment des exemples. Bah ici, justement, nous avons un Eupercaridé. Enfin, un Euparkeridé. On a un crocodile, on a un éthosaure. C'est aussi des pseudo-chuchiens, les éthosaures. Et je sais pas vous ce que vous en pensez, mais en fait, depuis que j'ai découvert les éthosaures, je les aime beaucoup. Je sais pas, j'aime bien leur look de croco un petit peu cuirassé. T'as réussi à dormir jusqu'à 9h, ah cool. Moi c'est pas encore mon cas, je suis toujours en manque de sommeil. Ça commence à se ressentir je pense même là dans le live. On a les ptérosaures, voilà, les oiseaux. Donc vous avez un bel exemple de tout ce que vous pouvez avoir dans les archosauriformes. Bah tiens, on parle aussi, voilà, les Eucrocopoda qui ont été nommés en 2016. Et là voilà, on a un beau cladogramme des archosauriformes. Donc la première division, on va retrouver donc tout ce qui est Proterosuchidés. Et notamment voilà, donc on a Archosaurus et Proterosuchus, voilà, qui ressemble à ça. Après, hop, on a une autre division là, les Erythrosuchus. Très grosse tête. Très grosse tête, Erythrosuchus. Tu t'es couché à 5h. Ah ouais, du coup, je sais pas si t'as vraiment tant dormi que ça. Vancleavea. Oh, il a une queue un peu en pagaie. Et donc après, on a une autre division. Donc, on a Proterochampsia avec Tropidosuchus. Chanaresuchus. Donc on a Suchus dans le nom. Suchus aussi, ça veut dire crocodile. Erythrosuchus, ça vient de l'Érythrée. Je pense que oui, on va vérifier ça. Alors, du grec Erythros, red, ah non pas du tout, c'est rouge donc. Et du grec Soukos, donc crocodile. Non, c'est juste un crocodile rouge. Sur la signification de son nom. Par contre, assez massif. Hein. Mince. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, non, j'étais là, c'est bon. Oui, c'est là où j'étais. Donc, après, une autre division. Donc, c'est là où on va retrouver les Eucrocopoda, je pense. Et donc, nous avons
les Euparkeria. Et c'est ça qui va nous intéresser après. Donc globalement ce look là. Lui c'est quoi? C'est Euparkeria capensis, donc c'est un des plus connus des Euparkeria. Qui a un look un petit peu crocodilesque en effet, mais qui se déplace voilà à deux pattes. Enfin, c'est des quadrupèdes mais avec une bipédie occasionnelle. Après voilà, on a la division des Crurotarsi. Avec voilà encore deux divisions, là où on retrouve notamment les archosaures. Donc dans les archosaures, c'est là où on a les dinosaures. Les dinosaures, ils sont là-dedans. Et surtout, on retrouve également en groupe frère des archosaures, genre les plus proches, tout ce qui est phytosaures. Et phytosaures, c'est un petit peu marrant les phytosaures, parce que là on va regarder avec l'illustration de Smilosuchus. Ils ressemblent beaucoup au physique de nos crocodiles, de nos crocodiliens actuels. De quoi Parkeria, c'est... Oui, bah c'est par rapport où ils ont été mis. C'est pour qu'on les repère bien, Héron. Et après, dans les archosaures, voilà, on a hop, deux divisions. Donc avec les Pseudosuchia, donc c'est là où on va retrouver les vrais crocodiliens. Voilà, comme là vous voyez ici. Et après, Tarsalia, parce que les ptérosaures et les dinosaures se sont divisés plus tard. Donc ça inclut, voilà, ptérosaures et dinosaures, les Métatarsalia. J'espère que ça reste clair quand même, parce que c'est vrai que tout ce qui est phylogénie, je trouve que c'est très dur à vulgariser, ça reste quand même toujours assez dur à s'y repérer dedans. Donc n'hésitez pas à me dire si ça devient pas assez clair. Donc voilà. Donc c'est bon, j'ai fait le tour un peu des archosaures et nous avons les Euparkeria, qu'on va aller voir plus en détail justement avec cet article. On va regarder un petit peu là. On va d'abord regarder la phylogénie ici. C'est vrai que j'ai pas regardé la description type des archosauriformes. Un petit peu en français. Histoire, évolution, métabolisme. Bon, je crois qu'il n'y a pas de description en vrai. Tiens, on a le même qu'on a vu tout à l'heure, mais avec un décor. Il est en train de sauter. T'es largué depuis que ça parle de membres basaux. Tout ce qui traite, c'est la direction dans laquelle regardent les dinos. Ah! Bon, on va éviter d'aller trop loin là-dedans. Après, c'est vrai que là, on est beaucoup centré sur la phylogénie. C'est pour pouvoir se situer en fait. Là, on est sur les notions de base pour essayer de comprendre l'article. Tiens, on a une nouvelle représentation d'Euparkeria capensis. Il a une bonne tête aussi. Ah si, voilà, un petit cladogramme. Avec d'un cladogramme. Voilà, on a les Euparkeridae, donc Euparkeria. Alazesuchus. Osmolskina. Voilà, on va pouvoir commencer du coup à parler un petit peu de l'article. Je vais mettre sur quoi comme figure? Je pense qu'on va rester sur... On va se mettre sur la première figure, ça va être pas mal. Parce que là, vous avez justement une représentation de l'espèce qui a été découverte. Vous avez les os qu'on a, donc c'est un fossile assez fragmentaire quand même. Hein. Donc un fossile fragmentaire, c'est-à-dire qu'on a, qu'on a des fragments, quoi. Qu'on n'a pas grand-chose. Alors. Donc le résumé de la découverte. En fouillant dans les collections de l'université pontificale catholique du Rio Grande do Sul, les paléontologues retrouvent les informations d'un spécimen qui avait été perdu pendant plus de 20 ans. La partie du fossile portant le code de collection avait été égarée et sans cette information, le spécimen fossile n'avait plus aucun intérêt scientifique parce qu'il n'y avait plus les informations sur son contexte. Une fois que le code et le contexte ont été retrouvés, le fossile a enfin pu être évalué et une nouvelle espèce a ainsi été décrite, Silescelida acristata. Donc c'est celui qu'on voit là. Attendez. Ah. J'ai de la crasse sur mes lunettes. Ça me dérange un peu.
Donc voilà, petite partie étymologie. Donc le nom de genre Silescelida, ça vient du latin siles, qui veut dire silence, et du grec skeles, qui veut dire patte arrière, donc la patte arrière silencieuse. Ça fait référence à la partie qui a été égarée du fossile. On n'est pas sur le meilleur des noms. Mais après, c'est une anecdote un petit peu marrant, quoi. Et bah aussi, c'est l'importance un petit peu du contexte. Parce qu'un fossile sans son contexte, bah, il n'a pas vraiment de valeur scientifique. Tu peux rien en retrouver. Et là, ils avaient perdu pile la partie où ils avaient mis le code d'identification du fossile. Donc c'est un peu ballot. Mais du coup, ils l'ont retrouvé 20 ans après, donc ça c'est bien. Et pour le nom d'espèce, donc Acristata, ça veut dire sans crête en latin, qui fait référence à la moitié proximale du fémur. Donc la partie proximale du fémur, c'est au niveau du haut du fémur, pas loin de la tête du fémur. Donc là, genre par là. Qui est à peine élevé, qui forme pas de butte ou de crête distincte. Ah oui, j'avais une référence aussi sur l'anatomie. On va retrouver la petite référence là sur l'anatomie. Voilà, c'est pour situer où est la partie proximale du fémur, j'ai trouvé un petit cours d'anatomie là du fémur. Donc voilà, ça se situe à peu près par là. Dans la partie supérieure du fémur. On va revenir là-dessus. Donc il s'agit d'un Necrocopodane. Donc tout à l'heure je vous ai dit que crocopodane ça voulait dire pied de crocodile, ça veut dire vrai, donc ici ça veut dire vrai pied de crocodile. Donc il vivait au sud du Brésil pendant le Trias moyen, plus précisément à l'époque à l'étage du Ladinien. Donc le Ladinien entre moins 239 à moins 237 millions d'années. Contexte paléogéographique et phylogénétique. Donc au cours du Trias, on observe l'extension de divers groupes de reptiles dont les archosauriformes, dans lesquels on va notamment retrouver les Archosauria, donc les archosaures. Pourquoi est-ce que c'est important de comprendre les archosauriformes non archosauriens? Donc c'est-à-dire voilà, tout ce qui n'est pas dans le groupe des Archosauria, donc tout ce qui n'est pas un dinosaure, un pseudosuchien ou un ptérosaure. Pourquoi est-ce que c'est si important de comprendre ça? En fait, ils ont une dominance écologique au cours du Trias inférieur à moyen, donc ce sont des composantes clés de l'écosystème du début du Mésozoïque. Donc mieux les comprendre, ça permet de mieux comprendre comment était l'écosystème du début du Mésozoïque, mais ça permet également de comprendre les morphologies ancestrales et l'évolution des premiers archosaures. Parce que voilà, les archosaures, c'est une branche qui s'est divisée donc dans le groupe des archosauriformes. Donc si on comprend un petit peu mieux la morphologie du coup de leurs cousins, notamment de voir donc quels traits ont-ils en commun ou n'ont-ils pas en commun, donc ça permet d'identifier un petit peu voilà, quels traits ont été maintenus et perdus au cours de l'évolution. Concernant du coup les Eucrocopoda, au sein des archosauriformes non archosauriens, on retrouve le groupe des Eucrocopoda. C'est un groupe important pour comprendre l'origine des archosaures. On suppose que leur morphologie se rapproche des ancêtres des archosaures. Donc voilà, en gros ça, ce serait proche un peu d'à quoi auraient pu ressembler les premiers archosaures. C'est un peu ça la supposition. Dans le registre fossile, on remarque une large répartition paléogéographique. Donc la paléogéographie, c'est la géographie des périodes géologiques anciennes, en ce qui concerne les premiers groupes divergents d'archosauriformes eucrocopodanes, mais ils demeurent assez peu connus, notamment pour les Eupercheridae, parce que la monophylie et la composition des groupes est sujet à débat au sein de la communauté scientifique. Certaines espèces ont été considérées nominadubia, ou fossiles, où les fossiles sont trop fragmentaires pour être correctement évalués. Tu croyais que c'était pas des archosaures justement,
Oui, c'est des archosauriformes non archosauriens, mais ça n'empêche pas qu'ils ont une morphologie supposément assez proche des ancêtres des archosaures. Parce que du coup, avant les archosaures, c'est pas des archosaures. Ouais, sur hop, le groupe, genre... non, là on est sur les archosauriformes. Là, je vais aller là. Là. Voilà, on se situerait quelque part par là. Après, même par là, plutôt. Bah justement, qu'est-ce qui les distingue? Alors, ils ont une morphologie supposément... Enfin, genre, sur le plan du corps. Genre, il y a d'autres signes de distinction. D'un point de vue extérieur. Voilà, comme nous ressemblons à certains singes, mais on n'en est pas vraiment. Voilà, c'est... Voilà, comme dit Wan. Après sur le plan physique, bon, on a quand même beaucoup de différences, genre, enfin, quand tu regardes sur les pieds. Mais par contre, d'un point de vue, c'est plutôt un point de vue génétique, on est très proche de nos cousins chimpanzés, à genre 98%. Mais parce que voilà, il y a tout ce qui est épigénétique qui entre en compte. Et l'épigénétique, c'est l'expression des gènes. C'est pas parce que tu as certains gènes inscrits dans ton ADN qui vont beaucoup s'exprimer ou qui vont juste s'exprimer. Donc c'est là où que la différence va beaucoup se jouer entre les chimpanzés et nous. On n'a pas les mêmes gènes qui s'expriment et ni au même niveau. Genre le gène qui va coder pour la pilosité va s'exprimer beaucoup plus chez nos cousins chimpanzés que chez nous. Voilà, ils sont quand même beaucoup plus poilus que nous. Et pareil aussi, on a plutôt une néoténie au niveau de la face. On a une face aplatie. Un peu comme qu'on va retrouver plutôt chez les bébés au niveau des chimpanzés, voire même avant chez les fœtus. Parce qu'on a des gènes dans le développement de la face, du coup, qui vont pas s'exprimer. Puis si vous comparez voilà, avec beaucoup de singes, on a quand même une tête bien aplatie. Alors du coup, qu'est-ce que ça veut dire nomen dubium ou nomina dubia? En latin, ça veut dire non douteux. Donc ça arrive quand l'holotype est perdu, on va dire que c'est un nom douteux pour l'espèce, ou quand il n'y a pas assez d'éléments diagnostiques, ou quand le fossile est trop fragmentaire. Et voilà, retenez ça parce que ça va nous intéresser pour le deuxième sujet. Alors, je voulais mettre une illustration d'Eupercaria capensis, mais on l'a vu. Donc Eupercaria capensis qui était genre juste ici. Je crois que c'est lui. Ouais, juste ici. Donc lui il était sur Terre entre le Trias inférieur à moyen et il vivait en Afrique du Sud, celui-là. D'autres localisations possibles pour les Eupercaridés, donc connues. Donc on en a en Chine, en Allemagne, en Pologne et en Russie. Donc on va retrouver notre Trias. Notre carte du Trias. En anglais, s'il vous plaît. La Chine. Attention, c'est Ron qui va être content là, c'est de la géographie, mais là de la géographie avec la carte du monde actuel par-dessus la carte du Trias. Ça complexifie un peu tout. Alors là on a l'Afrique, les Amériques, l'Europe elle est par là à peu près. Donc l'Asie aussi. Donc la Chine, ça devait être par là, tout ce qui est Allemagne, Pologne, Russie, en gros c'était là. C'était surtout en haut. Voilà, c'était surtout en haut qu'on en retrouvait les Eupercaridés. Et un petit peu en bas avec l'Afrique du Sud. Mais donc là, ce qui est nouveau par rapport à cette étude, c'est la première fois qu'on retrouve des Eucrocopodanes dans le Brésil. Enfin, qu'on trouve une espèce dans le Brésil, donc. Ce qui pourrait supposer une migration des Eupercaridés le long de la Pangée. Non, par rapport à celle d'Afrique du Sud, hop, migré par là, et puis même on en retrouve surtout en haut. Donc au cours du temps, ils ont dû migrer pour arriver jusqu'à là. Et Ron t'a forcé à jouer à la géographie.
Oui, j'étais passé un peu, mais j'ai pas dit bonjour. Genre, je suis pas resté longtemps. Je crois que j'étais fatigué bah, en fait c'était sur mon iPad que je regardais, sauf que j'avais pas fini de traiter le sujet de Paléo Actu, donc j'avais besoin de tout l'écran de l'iPad. Alors, donc ça c'est bon, j'ai fait. Ah oui, donc les Euparcharidés ils sont assez proches du groupe des Archosaures. Genre voilà. Alors il y a d'autres groupes qui sont plus proches, hein. Mais les Euparcharidés ils sont là. Et bah, les Archosaures c'est la division juste après. Donc c'est pour ça que c'est assez important de comprendre, et justement par rapport à la forme. Enfin la forme de l'ancêtre commun des Archosaures. Même l'évolution au cours du temps des Archosauriformes vers les Archosaures. Parce qu'ils sont... c'est un groupe qui est assez proche par rapport à d'autres groupes. Genre quand vous regardez en haut, genre le groupe le plus éloigné par rapport aux Archosaures, ce serait Prolacertidae. Comment on décrit une nouvelle espèce? Eh ben on fait des analyses phylogénétiques. Je vais rester encore sur cette figure, hein. C'est celle qui est le mieux. Alors, la constitution de Sileskelida acristata. Avec voilà, le fossile. Et c'est là la partie qui avait été perdue, là vous voyez. Donc ils s'emboîtent entre eux, hein, mais voilà. Ils avaient perdu cette partie-là. C'est là où il y avait le code. Comment on décrit une nouvelle espèce? Pour cela, on fait une analyse phylogénétique. Donc pour placer le spécimen dans l'arbre phylogénétique, les chercheurs ont comparé et mesuré différentes parties du fossile avec d'autres spécimens déjà identifiés et se sont servis d'une clé d'identification. Ils ont utilisé celle du projet Complete Archosauromorph Tree Project. Donc en français, projet de compléter l'arbre des archosauromorphes. Et on va aller faire un petit tour justement dans le livre de paléontologie d'aujourd'hui. Parce que il y a des explications, des clés d'identification, de comment on va analyser les fossiles. Alors, donc c'est à la page 122, donc on va aller chercher ça. Je vais vous montrer ça, voilà, petit point livre. Hop. Pourquoi c'est comme ça? Ah oui. Voilà, c'est mieux comme ça peut-être. Oui, c'est mieux, on voit mieux. Je l'ai encore jusqu'à jeudi, donc j'en profite. Donc on va aller à la page 122-124. Il fait à nouveau 30 degrés chez moi, parce que j'ai fermé la fenêtre parce qu'il y a la lumière. Attendez. Attendez. Hop, je me remets en pause temporairement, parce que je vois qu'il y a des nuages qui sont enfin venus. Faut que je réouvre. Ah là là, il y a plein de micro-coupures, je suis désolé, je me bats avec le soleil. C'est bon, les nuages m'ont sauvé. J'espère qu'ils vont rester comme hier. Là. Ça se trouve, ils sont là depuis longtemps, j'aurais pu. Bref. T'étais en train de te tordre le cou. Ah oui, pour voir. Est-ce que j'ai pas tourné l'iPad? Alors. Attendez, on va aller donc à la page 122. C'est pas la seule page où on a des trucs assez intéressants pour ça. Tiens, une page sur le PaléoArt. Hop, 122. Ça va être là. Sur les clés d'identification. Voilà. De rat de bibliothèque à pro de la souris. Décrire et nommer les fossiles est la première étape du travail du paléontologue. Comparer un spécimen à toutes les descriptions publiées est souvent un casse-tête. Mais l'informatique est aujourd'hui une aide précieuse. Traditionnellement, pour identifier un fossile, on le compare avec ceux qui ont été décrits. Entre les vieux articles, les ouvrages peu distribués en russe, en chinois ou autres langues et les auteurs prolifiques, les articles s'entassent et les comparaisons deviennent fastidieuses. Pour gagner du temps, les spécialistes créent depuis longtemps des clés d'identification à accès simple, c'est-à-dire une liste de questions avec un ordre imposé qui permettra de mettre un nom sur son spécimen. Qui dit ordre imposé dit impossible de trouver le nom si le fossile est incomplet. Avec l'arrivée des ordinateurs, la volonté de créer des outils pour aider à l'identification a émergé. L'idée est simple, centraliser toutes les descriptions dans un endroit unique pour permettre de comparer un fossile à ceux déjà connus.
Si la théorie semble facile, la pratique est un peu plus complexe. Il convient de standardiser, donc de trouver un modèle identique pour toutes les espèces d'un groupe. Or, les paléontologues ont décrit des espèces dans toutes les langues, en privilégiant certaines parties du corps et en négligeant d'autres, en utilisant des mots différents pour parler de la même chose. Est-ce que rond de l'auteur A est synonyme de circulaire de l'autrice B? Rassemblé, uniformisé, illustré, complété et long, mais le résultat final en vaut la peine, et surtout il est souvent en accès libre pour tous. Donc voilà des exemples de clés d'identification. Hop. Et on a également voilà, la morphométrie. Donc la page de la morphométrie va être très intéressante parce que c'est globalement ce qui a été fait là dans l'article, c'est beaucoup de mesures. Et aussi pour l'article suivant, ça va être un peu pareil. Les mathématiques au service de la paléontologie. Ah non, le soleil revient. Non, je me fais cuire. Bon, tant pis, il va revenir, il va repartir. Les mathématiques au service de la paléontologie. L'étude des organismes fossiles commence par la description de leur morphologie. Cette description, principalement qualitative, s'accompagne ensuite d'une étude quantitative par la morphométrie. La morphométrie correspond à l'étude quantitative des formes des objets. En paléontologie, elle permet d'étudier les variations de morphologie des organismes. Il existe deux grands types d'approches. La morphométrie traditionnelle qui se rapporte aux mesures de longueur, d'angle ou de surface. Les mesures sont réalisées directement sur les spécimens à l'aide d'un pied à coulisses ou sur des images grâce à des logiciels de traitement d'images. La morphométrie géométrique qui se rapporte à l'étude des points repères, landmarks ou de contours définis sur les organismes. Les configurations ainsi obtenues autorisent une comparaison de différentes morphologies. Ces méthodes utilisées à la fois sur les espèces actuelles et fossiles permettent d'établir une référence pour les comparaisons avec les espèces disparues. Suite à leur acquisition, les données sont analysées à l'aide de méthodes statistiques qui varient selon les objectifs de l'étude. En effet, l'application de la morphométrie qui varie selon les objectifs de l'étude. Répond à plusieurs problématiques telles que la différenciation des espèces, la détermination du mode de vie des organismes actuels et fossiles, l'étude du développement des organismes, ontogénie, donc on va comparer le juvénile à l'adulte, l'étude des différences morphologiques entre les individus mâles et femelles d'une même espèce, le dimorphisme sexuel, l'impact des cris sur la diversité morphologique. Ainsi, la morphométrie présente un rôle dans la compréhension de la paléobiodiversité et des phénomènes qui l'affectent. Hop. Et je vais aller me rebattre avec le soleil, les gens. Voilà, est-ce que c'est un petit peu plus clair là sur les méthodes? Enfin, dans ce livre, c'est bien expliqué. Hop. J'entends les voisins aussi qui se battent avec le soleil là. J'entends les volets tourner. Alors, donc qu'en est-il du spécimen en question? Hop, on va remettre ça. Plus généralement, comment on détermine le sexe d'un fossile? Et ben c'est vrai que c'est la bonne question. Je pense qu'il y a quand même beaucoup d'erreurs. Genre c'est pas une science exacte, genre, parce que tu prends même sur l'anthropologie, ils arrivent pas à tout déterminer. L'ADN, on peut en retrouver, mais sur des fossiles de genre max 1 million d'années, peut-être à peine plus. Là on parle du Trias, donc c'est peu probable. Ensuite après le bail des chromosomes XY, ça c'est valable pour les humains. Et encore c'est pas une science exacte non plus. Parce que sur le chromosome Y c'est seulement un gène qui va déterminer. C'est le gène qui s'appelle SRY. Mais c'est possible que ce gène soit manquant et que donc tu te retrouves
être XY, mais avoir un phénotype plutôt féminin. Parce que t'as pas développé le gène qui va déterminer qui va déterminer du coup le phénotype masculin. Mais chez d'autres espèces, c'est pas déterminé par les chromosomes, notamment chez beaucoup de reptiles. Après, on a le cas par exemple des tortues où ça va être déterminé par rapport à la température où l'œuf se développe. Et donc en fait, des fois, ce qui va se passer, c'est genre la maman tortue va pondre une grosse quantité d'œufs. Et donc en fait ils vont se retrouver en cercle comme ça autour. Ce qui fait qu'il va faire plus chaud au centre que sur les bords. Et donc cette différence de quelques degrés va induire une différence du coup dans la formation donc mâle et femelle. Genre par exemple quand il fait du coup plus chaud ça va être des mâles, ou quand il fait plus froid ça va être des femelles. Et c'est aussi pour ça que le changement climatique est un sacré enjeu là-dessus. Parce que pour toutes les espèces dont le sexe est déterminé par la température, bah en fait si le climat chauffe trop, bah il n'y a plus de mâles, ou il n'y a plus de femelles. Et si l'espèce en question n'est pas capable de parthénogénèse, ça va être vite la sauce. Et même si elle est capable de parthénogénèse, ça fait qu'il n'y a plus trop de tri génétique. Ça fait que l'espèce finit par devenir beaucoup plus sensible aux maladies, et beaucoup plus fragile, et donc beaucoup plus à même de disparaître. Les chiens, leur sexe dépend pas des mêmes chromosomes. Les chiens, je sais pas comment c'est. Après, là, on est sur des mammifères, donc il y a moyen que ce soit un peu plus proche, mais je crois que même chez les mammifères, c'est pas exactement les mêmes chromosomes. Donc ça, c'est voilà, on peut pas vraiment se baser sur les chromosomes, surtout pour des animaux qui sont pas humains. Non, ce qu'ils vont pouvoir observer, c'est par exemple, t'as le même individu, mais tu observes, enfin tu vois que vraiment au niveau des os, c'est quand même assez similaire, donc c'est la même espèce, donc pas le même individu, la même espèce, deux individus différents. Mais tu vas remarquer par exemple que il y en a qui ont des cornes et d'autres qui n'ont pas de cornes. Donc ça t'indique qu'il y a un dimorphisme sexuel, que ça va être ça la seule raison, sauf que tu vas pas forcément savoir lequel des deux est cornu. Est-ce que c'est le mâle qui a des cornes? Est-ce que c'est la femelle et qui a des cornes? Tout ce que tu peux te faire, c'est faire des hypothèses par rapport aux animaux vivants actuels, où on a plutôt tendance à voir les mâles avoir des cornes. Voilà. Donc le spécimen, donc le code du spécimen, c'est le MCP 4186 PV. C'est l'holotype du coup de l'espèce Silesida acristata. Donc on retrouve une scapula, donc un omoplate donc gauche, un ilion droit, donc l'ilion c'est en haut, un ilion droit, et un fémur gauche ici. Et voilà, c'était sur la partie proximale, donc en haut du fémur où il y a le code, et c'est ça qu'ils avaient perdu. Et donc comme c'était un peu, enfin on voit que c'est cassé quoi. On voit qu'il y a une différence aussi là entre les deux. Ils n'ont pas été stockés au même endroit. Le chien, c'était un exemple au pif. Ce que t'as dit pour les tortues était le genre de réponse que j'attendais. Ok. Bah du coup parfait si c'est clair. Donc ces os, ils ont été retrouvés attachés ensemble. Enfin, en tout cas pour ceux-là. Enfin après celui-là aussi, oui. Et ils sont plutôt compatibles au niveau de la taille, donc ça nous indique qu'il s'agit du même individu. Et donc là, on va partir un petit peu sur la description, donc je vais aller hop, un petit peu là dans l'article. On va le regarder en PDF, en vrai c'est pas mal. Hop, l'avoir en PDF. Hop, on va passer un petit peu sur les descriptions. Donc j'ai tout lu, j'ai pas tout compris. Parce que bon, j'ai pas les termes anatomiques. Donc j'ai essayé de résumer. Donc à un moment donné, j'avais commencé à genre faire un résumé, genre tout traduit, et après j'ai résumé une deuxième fois. Voilà, je vais passer un petit peu sur la description des os, ça me paraît un petit peu plus complexe
que la phylogénie. On va juste regarder quand même les figures. Donc là, ça c'est quelle partie? C'est la scapula. C'est l'omoplate, voilà. Ça va un petit zoom sur l'os, hop, le contour. Donc là, on a un modèle 3D. On a les différents endroits de la scapula. Là, on a l'ilion. Là, ici, donc c'est au niveau du bassin, l'ilion. On retrouve, voilà, 3 os au niveau du bassin, genre ilion, ischion et pubis. Et là, c'est le fémur, ici. Et coucou aux dinosaures. Comment ça, t'as réussi à récupérer le first? Il y a tout le monde qui t'a laissé le first, en fait. Esha a pas pris son first, c'est pour ça. C'était Esha qui était venu en première. Et donc il y a eu beaucoup de comparaisons, voilà, là on a tous les spécimens utilisés là pour faire des comparaisons. On retrouve des Turfanosuchus, des Batrachotumus, Dorosuchus, Erythrosuchus, et bien sûr Euparkeria capensis. Bon, voilà, on en a pas mal. Donc il y a une comparaison voilà, avec d'autres archosauriformes, pour pouvoir justement le placer dans l'arbre phylogénétique. Voilà, on a les silhouettes un petit peu dessinées des os. Ah! Justement, l'arbre phylogénétique. Bah tiens, on va rester sur l'arbre phylogénétique, c'est très bien. Donc je vais vous donner juste quelques exemples de traits descriptifs qui ont été faits donc, dans l'article. Donc ce qu'on retrouve donc, chez cette espèce, donc des traits qui sont communs à plusieurs Eucrocopoda, mais qui sont également communs avec des archosaures. Donc notamment ici Poposaurus et Scyphosaurus. Un manque de constriction proximale antéro-postérieure. Des traits communs, enfin ça c'est juste un exemple, il y en avait plusieurs, hein, des traits. Des traits communs également chez quelques Eucrocopoda, mais qui sont absents des archosaures. La lame scapulaire qui est asymétriquement étendue. Et des traits uniques à l'espèce, comme le fémur qui montre une tête fémorale orientée antéromédialement. Et donc voilà, toutes ces analyses, ça va permettre de le placer en comparant avec les autres. Et donc là, il est placé ici, dans l'arbre phylogénétique. Donc il est placé chez les Eucrocopoda, et il est placé plutôt en haut, chez ceux qui ont divergé dans les premiers. Voilà, donc il est placé... il est pas placé ici dans les Euparcharidés, ça dépend des analyses, ils ont fait plusieurs analyses. Alors j'ai pas compris si ils ont utilisé plusieurs clés d'analyse, ou si en fait il y avait plusieurs chercheurs qui ont fait l'article, s'ils sont mis à plusieurs à faire les mêmes analyses et à comparer les résultats, ce qui est aussi une bonne chose justement, ça évite des biais d'interprétation. Donc j'ai pas compris lequel des deux c'était. Et coucou Yona, j'espère que ça va de bon matin, enfin non de bon matin, maintenant il est déjà 10h. Ça fait 2 heures là que je papote en fait. Donc ils l'ont placé ici à l'extérieur des Euparcharidés, mais sur certaines analyses il était à l'intérieur des Euparcharidés. Là on a justement là plusieurs... on a 3 exemples d'analyse ici. Et là c'est un peu la moyenne quoi, la générale. Donc il se retrouve au final à être plus proche des archosaures par rapport au groupe des Euparcharidés. Genre ils l'ont placé ici, genre juste à l'extérieur des archosaures. Voilà, il est ici, Silesida acristata. Il se retrouve à être en frère de l'espèce du coup. Marcianosuchus angustifron. Voilà, ils l'ont placé ici. Ah bah du coup c'est bon, ça j'ai déjà dit la phrase. Du coup quelle est la conclusion des chercheurs? On va aller sur cette image là. En plus on a un paléoart ici. Pas mal, et on a justement l'image de la Pangée. Donc là elle est moins divisée par rapport à l'image qu'on a vue tout à l'heure sur Wikipédia. Ça devait être un peu plus tard dans le Trias, l'image qu'on avait. Donc là c'est le Trias. Ils disent pas à quelle période le Trias. Bah c'est à l'époque où vivaient toutes ces espèces là. Il est là,
Ouais, il a été retrouvé ici, là, sur le Trias. Enfin, sur la Pangée, donc là, voilà. Alors, répartition, il y en a au nord. Donc là, c'est tout ce qui est Eucrocopoda. Et dans le sud. Donc la conclusion. La diversification des premiers Eucrocopodames durant le Trias inférieur à moyen était complexe, contenait probablement des trajectoires évolutives parallèles à travers différentes régions paléogéographiques. La présence d'un Eucrocopodame premier divergent, donc dans l'article c'était marqué Early Diverging, j'ai pas trouvé mieux pour le traduire que groupe premier divergent. Donc c'était un groupe donc autrefois non reconnu, donc dans le Brésil, suggère que ce taxon est plus étendu qu'on le pensait et soutient l'idée que l'Amérique du Sud a joué un rôle vital dans l'aube de la diversification des archozoïformes. Les chercheurs énoncent également la nécessité de réévaluer les eupercarides reconnus afin de clarifier leurs relations, leur validité taxonomique et le rôle de la convergence évolutive au sein des premiers groupes d'Eucrocopodames. Oui, parce que ce qui était complexe aussi pour eux, c'est que la phylogénie des eupercaridés n'est pas claire. Notamment à cause du fait d'avoir des fossiles fragmentaires, genre là vous voyez Eupercaria campensis, alors c'est pas étonnant que ce soit celui qui est utilisé pour parler généralement des Eupercaridés, parce que c'est celui quand même qui est le plus complet là. Vous voyez qu'il est très complet. Il y en a un, là on a que le museau par exemple, là il est un peu plus complet quand même celui-là, il y a quand même pas mal de vertèbres, des pattes. Mais il y en a d'autres, genre là vous voyez, rien que Silesida acristata qui est décrit ici, il est quand même assez fragmentaire, c'est pas le pire. C'est pas à ce niveau-là ou à ce niveau-là, mais il est quand même très fragmentaire. On va passer au deuxième sujet. Donc hop, je me remets là. Et je vais ouvrir du coup. Alors je vais fermer des trucs. Donc voilà. Alors l'origine de l'information, je l'ai eu en premier lieu en regardant des Reels Insta de Dinogai. Donc on va passer du coup au sujet sur Suchomimus. Si je devais résumer le premier article en 2 phrases, c'est vrai, c'est une bonne question. Après je trouve que le fun fact sur tout ça qui est un peu intéressant, parce que voilà ce qui arrive. Pendant 20 ans, il y a un fossile qui a pas pu être analysé parce qu'on a paumé le code du fossile. Ce qui est ballot, parce que du coup il n'y avait plus les informations. Mais heureusement 20 ans après ils ont pu retrouver ce code et pouvoir l'analyser. Et comprendre un petit peu mieux l'évolution des archozoïformes. Ça fait 4 phrases. Et coucou Ara, j'espère que ça va. Je sais pas, est-ce que ça te va Héron? Mais voilà, j'ai quand même appris quand même quelques trucs. Mais c'était pas un sujet simple. Le deuxième sujet est un peu plus simple et j'ai pas fini de taffer. Enfin, il y a 2 trucs à voir dans le deuxième sujet. Notamment cette histoire avec Suchomimus, qui risque de changer de nom pour devenir Christatusaurus. C'est pas le sujet principal de l'article, mais il est question de ça là-dedans. Et sinon, en fait, c'est surtout ça que j'ai fait hier. J'ai surtout été regarder un petit peu sur cette question-là parce que j'arrête pas de voir dans l'Instagram paléontologique beaucoup de débats là-dessus. Sur le nom de Suchomimus ou Christatusaurus. Un peu moins sur le fond de l'article, qui avait l'air d'être quand même pas mal intéressant. J'ai surtout regardé un peu l'analyse. Ah, il y a aussi Cocorico, étude française. Article de 45 pages tout en anglais parce que c'est le langage scientifique. Le résumé est en français par contre, donc ça on va lire le résumé ensemble parce que le résumé est pas mal. Alors je vais d'abord aller sur les... Hop. Voilà, vous montrer là sur Instagram. Hop, l'article aussi. On va tout ouvrir. Tous les liens. C'est vrai que c'est bon, j'ai tout. Alors non, j'ai pas tout parce qu'il y a un problème. Non, c'est bon. Non, c'est bon, j'ai tout. J'ai tout sous la main.
Hop, on va revenir là. Ah, attendez, hein, on n'a pas le son. On va remettre le son, de toute façon c'est dernière. Hop. Attends, ok, on va regarder d'abord les reels là en anglais. Et après je vais vous parler par-dessus. We have some pretty interesting Spinosaurid news. Suchomimus may no longer be with us. So there was a paper that was just published that essentially had the goal of examining a few different Spinosaurid snouts. What they wanted to do was basically determine how sensitive these snouts were, as in were they capable of picking up vibrations like movement in the water and things like that. And essentially the conclusion was they were pretty sensitive snouts. It's pretty likely that Spinosaurids would stand on the banks, like right next to rivers or lakes or something like that, and dip their snout into the water to pick up any vibrations from fish moving throughout the water, which is already very cool stuff. But additionally, this study seemed to find really interesting implications about Suchomimus. One of the Spinosaurids that were looked at in this study was Cristatosaurus. Cristatosaurus is a lesser known Spinosaurid. It's known from extremely fragmentary remains, and it's kind of a controversial dinosaur. There's been a lot of questions about its validity over the years. Well, this paper seems to find that there's a lot of overlap between Cristatosaurus and Suchomimus. So what does that mean? Well, it basically means that these two are one and the same, as in they are the same species. And the way that taxonomic naming goes is that whoever was named first gets to keep the name. In this case, Cristatosaurus was named first, which means that Suchomimus would be a junior synonym of Cristatosaurus. It also means that I have a Cristatosaurus figure right here. Or rather, I have two Cristatosaurus figures. Donc voilà, donc ce que nous dit Dinoga qui résume l'article, donc de base ça parle de l'étude du museau des Spinosauridés, donc j'ai regardé un petit peu aussi, donc il serait du coup assez sensible, et du coup en gros les Spinosauridés, en fait, ils plongeaient leur museau dans l'eau pour capter tout ce qui était vibration et tout. Enfin, ils captaient des informations, ce qui leur permettait de repérer le poisson. Et également, dans l'article, il y a une remise en question entre l'espèce Suchomimus Cristatosaurus qui seraient apparemment les mêmes. Et donc, il y a la question du nom qui va rester. Et aussi, il y a une deuxième vidéo qui est sortie. There has been a lot of talk about Suchomimus lately, and I've seen a lot of confusion kind of going around the internet. Also a lot of anger. There's a lot of anger going around the internet too. So I figured I'd make a small video sort of clearing up a few things. Now obviously Suchomimus was recently mentioned in a paper that was taking a look at the sensory structures of Spinosaurids, and it was found that Suchomimus is potentially a junior synonym of Cristatosaurus, which would mean that essentially Suchomimus would become renamed to Cristatosaurus. That's pretty much the extent of it. The paper wasn't really centered around Suchomimus, rather it was something that was just found while they were doing research on other things. And it's also important to note that this proposal is not necessarily set in stone. There is a very good chance that future authors will challenge this proposal and they might come out with a different outcome. That's just simply how paleontology works. That's how we learn new things. And there's also just a lot of people who think that, you know, the dinosaur that Suchomimus was doesn't exist anymore, which is, you know, not the case. There's a lot of people who are sad that, you know, they're saying that Suchomimus was their favorite dinosaur. Well, if Suchomimus was your favorite dinosaur because it looked like this, you know, it was a large Spinosaurid with a really long and thin snout, huge arms with 3 powerful claws on each hand, and a small ridge on its back, well, if that was your reason for loving Suchomimus, well, I have good news for you, because that animal still existed. It would just go by the name Cristatosaurus. You don't suddenly lose this dinosaur, you would simply just call it a different name. And I understand that everybody likes the name Suchomimus. It is a very cool name. It translates to crocodile mimic, which feels pretty fitting for a Spinosaurid, but that's kind of, you know, that's just, it's just like the actual animal, it still existed. It would go by a different name, and that's not really too big of a deal. Anyway, like I mentioned earlier, I'm sure that there's going to be some arguments that go against this proposal. We have yet to see how everything pans out, and I'm pretty excited to see how it goes. All in all, the paper was really cool, and it established some really cool things about Spinosaurids in general. There has been... Donc...
Oui, donc aussi ce qui est un petit peu intéressant, c'est même en soi les commentaires et le débat autour de ça. J'ai surtout regardé ça avant de me plonger dans l'article. Et déjà donc oui, il y a le fait de en paléontologie, donc il y a un des usages qui est que le premier nom, quand on s'aperçoit qu'en fait une même espèce a été nommée deux fois, le premier nom est celui qui reste. Cependant, il y a eu quand même pas mal d'exceptions. Enfin, pas mal. Enfin, il y a eu quand même plusieurs exceptions à ça. Notamment Megalosaurus bucklendi. Il a été nommé avant Scrotum humanum. Et on ne dit pas Scrotum humanum. Pourtant, c'était le premier nom qu'il y a eu. Alors, on dit Megalosaurus. Parce que bon, après, il y a peut-être aussi la signification Scrotum humanum. C'est quand même voilà, un scrotum humain, donc une paire de testicules. C'est pas le meilleur nom pour un dinosaure. Voilà, c'est mieux de l'appeler gros lézard. Un peu ce que ça veut dire Megalosaurus. On a aussi Manospondylus gigas, qui est en fait le premier nom du Tyrannosaurus rex. C'est la grande vertèbre poreuse. Mais parce qu'à la base, ça a été nommé sur base d'une seule vertèbre qui avait été retrouvée. Voilà, il y a peut-être une bonne raison de pas garder le premier aussi. Même pour là, on peut se dire, genre, pourquoi Manospondylus gigas a été classé en Homion dubium, donc non douteux. Bah, ça a été décrit à partir d'une seule vertèbre. Donc c'est vrai que c'est pas beaucoup pour décrire une espèce. Mais on a aussi un autre exemple que j'ai appris en regardant Simplex Paléo, notamment sur la vidéo de Dimetrodon que je vous avais déjà partagé sur Craftopia. Et on va même regarder un petit peu ça, parce que Simplex Paléo l'explique bien, c'est dans les 4 premières minutes. On va aller retrouver YouTube, Simplex Paléo. C'est avec Batignatus borealis et Dimetrodon borealis. Parce que Dimetrodon, c'était pas son premier nom, il a été nommé avant. Mais pourtant, c'est le nom Dimetrodon qui est resté. Parce que des gens ont fait une pétition. Que c'est assez étonnant. Car en règle générale, les règles de nomenclature veulent que ce soit le plus ancien nom qui prédomine. L'histoire d'un très ancien animal appelé la French River, qu'un propriétaire terrien nommé Donald MacLeod découvre des fossiles. Des fossiles qui semblent provenir de la mâchoire d'un très ancien animal. Très intéressé, un géologue canadien du nom de John William Johnson achète des fossiles. Fossiles qui finalement atterrissent entre les mains de Joseph Leidy, un célèbre paléontologue américain de l'Académie des sciences naturelles de Philadelphie. Puis, en 1854, il les décrit et en conclut qu'il s'agit des restes provenant d'un grand et très ancien carnivore. Un grand carnivore qu'il baptise du très joli nom de Baticnatus borealis. Pour être plus précis, il s'agit d'un dentaire, une mâchoire inférieure, une mandibule donc. Enfin, tout du moins jusqu'au moment où, quelques années plus tard, en 1876, intervient le terrible paléontologue anglais Richard Owen. Et celui-ci annonce qu'il s'agit non pas d'une mâchoire inférieure, mais supérieure. Il s'agit donc non pas d'une mandibule, mais d'un maxillaire, la mâchoire supérieure. Toujours est-il que les années passent, tout autant que les spécialistes qui étudient le fossile. Et finalement, au cours du XXe siècle, on comprend que Baticnatus borealis est ni plus ni moins qu'un synonyme d'une espèce de Dimetrodon, un spécimen décrit en 1940. Et bien que Baticnatus ait été nommé avant Dimetrodon, grâce ou à cause d'une pétition soumise en 2015 à la Commission internationale de nomenclature zoologique, ce fut le nom Dimetrodon qui fut gardé. Et finalement,
approuvé en 2019. Voilà, ça c'était pour l'extrait. Après, là, on peut aussi se dire que Batignacus a été nommé en tenant le fossile dans le mauvais sens, donc il y a peut-être une raison. Après, cela dit, là, Cristatusaurus, on va, avant de se plonger dans l'article, justement, aller regarder un petit peu qu'est-ce qu'il nous reste de chaque fossile. Là. Cristatusaurus et Rewan. Je sais pas si j'ai dit bon appétit aussi à Héron tout à l'heure, dans le doute bon appétit. Voilà, on voit quand même à quel point il est fragmentaire. Et à côté de ça, on va avoir donc Suchomimus. Oh tiens, d'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas un article de vulgarisation qui est paru en français. Parce que là, en fait, c'est quand même une publication qui nous vient du Musée national d'histoire naturelle de Paris. Par rapport à la plupart des articles que je vous ai vulgarisés dans les précédents Paléo Actu, où l'information nous venait d'autres pays, là, ça vient quand même de la France. Donc, il y a moyen qu'on soit les premiers à avoir de la vulgarisation dessus. On va regarder au hasard. Alors, il y a Reddit. Alors, analyse Musospinosauridae. 3 jours. Et c'est les publications du musée, donc c'est pas vulgarisé. Alors par contre, c'est vrai que c'est une anecdote assez drôle, les gens. J'ai eu l'information en premier par des Américains. Par des États-Unis. D'un article qui est paru en France. C'est... Ouais, après, en même temps, bon, je suis beaucoup trop de comptes de vulgarisation paléontologique venant des États-Unis, ou je suis des paléontologues venant des États-Unis. Donc c'est peut-être surtout ça. Ah! Non, février 2026. Alors par contre, il y a quand même un truc là en 2026 qui parle de spinosaures. Et il y a eu quand même pas mal de découvertes sur les spinosaures. Et c'est même pas qu'on a découvert d'autres fossiles, alors si pour Spinosaurus mirabilis, mais la plupart c'est juste des analyses, mais en fait c'est juste que les technologies s'améliorent avec le temps et évoluent. Parce qu'avant, genre on n'avait pas les clés d'identification numérique, on pouvait pas, il n'y avait pas encore des logiciels pour faire de la morphométrie, il n'y avait pas les modèles 3D. Enfin, il y avait plein de technologies qu'il n'y avait pas, donc forcément qu'on découvre des nouveaux trucs sans même avoir besoin de déterrer d'autres fossiles. Parce qu'on peut juste plus les analyser en profondeur. On peut même faire de la tomographie, justement, c'est de ça dont parle l'article. On va aller... j'allais vous montrer après. Le seul vulgarisateur de dinosaures que je suis à part toi, c'est Cédric Jurassic. Il y a Simplex Paléo aussi que je te conseille. En vrai, c'est pas mal. C'est un peu moins vulgarisé. Donc c'est mieux justement de d'abord regarder Cédric Jurassic. C'est beaucoup plus vulgarisé. Alors, donc, Cristatusaurus. Voilà ce qu'on a de lui. Donc, qui a été nommé en 1998. Alors par contre, voilà, dans l'article, ils analysent des museaux. C'est ok du coup de se baser sur Cristatusaurus, même s'il est fragmentaire. Est-ce qu'on a besoin... Voilà, d'un bout de museau, et c'est surtout le museau qu'on a. Et une griffe, et 2 vertèbres. Simplex est très intéressant, mais il a une façon de parler qui t'endort. Moi ça va, je dors pas devant Simplex. Après souvent en fait alors tout ce qui est en français, je vais avoir tendance à mettre en fond quand je fais mes tâches ménagères ou autre chose. Genre il y a aussi Zoo Perdu que j'écoute beaucoup en ce moment. En fait c'est juste la traduction de la chaîne de vulgarisation Extinct Zoo. Parce que quand c'est en anglais j'ai quand même besoin de plus me concentrer, sinon je comprends rien, donc je vais vraiment passer mon temps à regarder. Oh, on a la griffe. Cristatusaurus, la Parenti. Donc apparemment qui est dans la collection du musée national d'histoire naturelle de Paris. Genre vraiment j'ai envie de le voir ce musée. Faut que j'attende qu'il réouvre. Et là voilà, on a Suchomimus. Là on a beaucoup plus d'éléments. Mais justement avec les éléments qu'on a de Cristatusaurus, ça permet de pouvoir comparer.
L'anglais, par contre, tu dois te concentrer. Ouais, il faut se concentrer, voilà. Après, ça dépend, j'imagine, il y en a qui sont suffisamment bilingues. Ah bah tiens, les gens de Wikipédia, ils ont été rapides. Ils ont déjà mis là les comparaisons des museaux. Après, c'est pas le même visuel. Mais bon, vu que là, ça monte à 30, je pense qu'après le live, je vais pas non plus le laisser trop allumé. Je vais peut-être faire ma miniature avec vous pour la rediff sur YouTube et puis c'est tout. Ton drame, c'est que YouTube téléphone, il te propose que des trucs en anglais. Pourquoi t'as une différence entre YouTube téléphone et YouTube sur ton PC? Bon, on va aller quand même sur l'article. Alors, sacré article, hein. C'est pour ça que j'ai pas eu le temps de tout lire. Alors, donc, je vais aller prendre un petit peu mes notes et je vais mettre, je vais mettre là en vrai. Tiens, c'est bien, il y a une illustration. Donc, c'est un article de Frédéric Pité. Il est sorti récemment, le 25 juin. Genre vraiment très récemment, hein, pendant la semaine où j'étais en train d'aller poncer le précédent article que je vous ai résumé. Bah, il y a eu ça qui est sorti. Et donc j'ai vu que ça faisait beaucoup parler, donc je me suis dit, bah tiens, allez, genre je rajoute un deuxième sujet. J'aurais pas le temps de tout faire, d'aller le voir à fond. Bah ça prend du temps et de l'énergie, hein. Dites-vous que toute ma semaine, j'ai fait du montage vidéo sur Edit pour le vlog du coup des aventures de la semaine dernière et de la lecture d'articles scientifiques. Et aussi mon Duolingo du jour. Tu saurais dire, mais t'imagines que tu regardes pas le même type de contenu sur le PC et sur le tel, tes cookies sont pas les mêmes. Moi, c'est connecté entre eux. Genre que je regarde sur l'iPad, sur l'ordi ou sur le téléphone, c'est tout communique. Voilà, c'est une publication du musée d'histoire naturelle. Et puis c'est bien, on a une représentation paléo-artistique de ce qu'ils faisaient avec leur museau. Donc, alors, ah oui, donc principal sujet, oui, on va d'abord lire, donc le résumé, il est en page 4. Donc c'est une étude sur le système neurovasculaire et le renouvellement des dents dans le rostre des spinosauridés. Donc page 4. Parce que ce qui est bien, c'est que même si le reste de l'article est en anglais, le résumé est en français. Il y a aussi le résumé en anglais également. Et du coup, c'est pas mal. Donc, je l'ai lu moi-même. J'ai vu qu'il résumait quand même assez bien la situation et qu'il suffisait pas mal à lui-même. Donc, on va aller faire ça. Système neurovasculaire et renouvellement dentaire du rostre des spinosauridés, nouvelle description et implication sur la sensibilité non olfactive du museau des dinosaures. L'analogie morphologique entre le rostre des spinosauridés et des crocodiliens a été largement documentée plus récemment. L'existence supposée chez les spinosauridés d'organes sensoriels spécialisés tels que ceux rencontrés chez les crocodiliens, appelés ESO, pour Integumentary Sensorial Organs, a été avancée par certains auteurs. Cependant, aucune représentation complète du réseau neurovasculaire chez la rosette des spinosauridés n'avait encore été décrite et l'association entre une ramification neurovasculaire dense et la sensibilité cutanée ne restait qu'une hypothèse. L'étonnante conservation interne des prémaxillaires de Cristatusaurus laparenti et Spinosaurus maroccanus du MNHN de Paris nous donne enfin une idée précise de la situation. Nous montrons par nos résultats tomographiques l'un des complexes neurovasculaires les mieux conservés découverts chez un dinosaure, et le tout premier complexe c'est un spinosauridé avec le spécimen mature de Cristatusaurus laparenti. Nous avons constaté que le volume du système neurovasculaire, la taille des foramènes, qui coïncide admirablement avec celle des branches sous-jacentes, et la complexité des ramifications observées représentent autant d'indices supplémentaires soutenant l'hypothèse d'une hypersensibilité de la rosette de ces animaux. La comparaison avec d'autres créatures disparues et modernes ayant développé des structures sensorielles performantes sur le devant de leur museau a également été faite. De plus, nos résultats tendent à montrer un taux de remplacement dentaire particulièrement élevé chez les spinosauridés dès le plus jeune âge. Donc voilà. En vrai, on n'a pas non plus besoin d'aller trop dans les résultats et tout parce que là, on a un bon résumé. C'est plutôt sur les hypothèses sur
sur le comportement dont parlait Dinogai tout à l'heure. J'ai pas encore vu, donc ça j'aimerais essayer d'aller voir plus tard. Bah tiens, sur les méthodes, on va parler justement de la méthode. Donc ils ont fait une tomographie ou un CT scan sur 3 spécimens, donc dans 2 taxons, donc Cristatusaurus laparenti, un adulte et un juvénile, et Spinosaurus maroccanus. Et ils ont également fait la même chose sur 2 crocodiliens pour pouvoir comparer, donc sur Gavialis gangeticus et Crocodilus morelletti. Et je vais aller vous lire justement la page qui parle de la tomographie, parce que c'est bien expliqué dans le bouquin qu'il faut que je rentre bientôt à la médiathèque. C'est à quelle page déjà la tomographie par contre? Je sais plus à quelle page c'est. Je vais chercher ça. La tomographie à rayon X, c'est où? Ah là voilà, la tomographie à rayon X. Elle est là. La tomographie à rayon X, ou l'envers des fossiles, la tomographie à rayon X, permet d'accéder à l'intérieur des roches et fossiles de façon non destructive. Oups, voilà, c'est mieux. En paléontologie, l'étude des fossiles se heurte à la barrière du visible, c'est-à-dire à la seule forme extérieure des objets. Problème, certains fossiles ne peuvent être dégagés mécaniquement de leur enveloppe de roche, et d'autres recèlent des caractères internes porteurs d'informations déterminantes sur leurs propriétaires. Pour accéder à cette information cachée, la rareté de certains spécimens et leur fragilité imposent des méthodes d'investigation qui se doivent d'être non destructives. La tomographie à rayon X donne l'opportunité de découper virtuellement ces roches et fossiles, afin d'accéder à cette information non visible qu'ils contiennent. L'équipement permettant cette étude s'appelle un CT scan. Le principe est le suivant, un faisceau de rayons X traverse l'objet et est absorbé de façon différente selon la nature ou la densité des matériaux le constituant, roches, fossiles, sédiments de remplissage. Les radiographies sont réalisées à 360 degrés à partir desquelles sont reconstruites des tranches virtuelles ou coupes de l'objet. On visualise alors les différents matériaux en gris foncé à noir, les parties les moins denses en gris clair à blanc et les parties les moins denses en gris foncé à noir et en gris clair à blanc celles qui sont les plus denses. Ces coupes sont ensuite intégrées dans des logiciels de segmentation permettant un détourage image par image des parties anatomiques recherchées à partir des sélections individuelles du modèle 3D. Un modèle 3D est alors compilé par ordinateur. Et là, on a un micro-tomographe à rayon X. Voilà à quoi ça ressemble. Et là, justement, on a ce que ça nous fait. Voilà. Ça nous permet en fait de voir les dents. Et ce qui est bien, c'est que ça permet de ne pas dégommer le fossile pour pouvoir faire ça. Donc, c'est pratique. Et comme je parlais juste avant par rapport justement à l'évolution des technologies, bah c'est pour ça qu'on continue à faire des découvertes parce que les premières descriptions dans les années genre avant les années 90 et tout, c'est pas sûr qu'on avait des CT scans pour faire la tomographie à rayon X. Alors justement il y a des visuels qui sont pas mal. Donc là c'est l'extérieur du fossile. Donc ici je crois que c'est sur Cristatusaurus. Je vais vérifier. Donc en vert, on a les grands foramen. Donc les foramen, c'est des sortes de trous dans lesquels t'as tout ce qui est connexion nerveuse qui va passer. Donc on a les grands foramen en vert, les petits foramen en rouge. Donc on voit qu'il y a quand même pas mal de foramen. Donc la rosette du coup c'est le bout du museau, le bout avant. Donc voilà. On a même les dents, c'est vrai qu'ils ont étudié aussi les dents. On a les dents crénelées ici. On le voit bien là. Et donc là, c'est les sortes de branchements dont le résumé parlait. Qu'on arrive à voir avec la tomographie. Et après, là, c'est une reconstitution en modèle 3D. Donc on voit là toutes les connexions nerveuses. Grâce à ça. Et on voit qu'il y en a quand même pas mal.
C'est quand même assez étoffé. Il y en a beaucoup, donc c'est toujours Cristatusaurus. On a encore les dents ici. Encore un modèle là des dents. Alors là on est sur toujours Cristatusaurus. Oui, il y en a deux. Il y a deux Cristatusaurus qu'ils ont étudiés. Et là c'est ouais, toujours lui. Mais au niveau des dents cette fois-ci. Voilà, enfin il y a un sacré réseau neuronal. Ah, là il y en a. Là c'est Spinosaurus maroccanus. Ils ont étudié également. On voit quand même qu'il y a moins de foramen. Un peu moins de foramen que Cristatusaurus. Mais il y en a quand même pas mal. Donc ça donne quoi après sur le modèle 3D? C'est quand même assez étoffé aussi. Il y a quand même pas mal de connexions. Un peu moins. Je passe un petit peu. Ah là ils ont comparé avec d'autres. Donc là on est sur un crâne de Tyrannosaurus Rex. Il y a les grands foramen aussi là. Les foramen aussi ça peut indiquer la présence de lèvres. Enfin de tissu en tout cas au-dessus. Ah oui c'est pour comparer avec... parce qu'ils ont dit dans le résumé là c'est des structures non olfactives mais qui permettent de sentir pas mal de trucs. Et là c'est plutôt pour la structure olfactive je pense. On va regarder justement qu'est-ce que ça nous raconte. C'est Sioux qu'ils ont étudié. Alors, photographie donc de la proportion du crâne. Les foramen qui sont surlignés en B. Au niveau de la région prémaxillaire, maxillaire. Voilà, bon après il y a plein d'études tiens, sur les phytosaures, les ptyosauridés, les crocodiliens. Tiens, on va regarder un petit peu ce que ça nous dit. Donc les phytosaures représentent un groupe bien connu. Un groupe frère bien connu des crocodiliens, des archosauriens. Voilà, je me suis perdu tout seul. Il semble avoir adopté une stratégie similaire avec les espèces qui ont un long rostre, qui sont déjà décrites. Comme la présence de dents coniques, une rosette couverte par beaucoup de foramen, également chez les individus jeunes, un réseau neurovasculaire trigéminal dans le prémaxillaire, le maxillaire et le dentaire. Donc ça c'est le nom des os au niveau du museau. Ça semble corrélé à la présence d'organes sensoriels. Du côté des pliosaures, quelques espèces révèlent un grand nombre de foramen au niveau du prémaxillaire et du dentaire. Un réseau, un complexe neurovasculaire également décrit dans le rostre sur des grands individus de pliosaures, comme Pliosaurus kevani. Les auteurs ici ont considéré que ce fort réseau neurovasculaire de ramification était attaché aux dents, et les foramen suggèrent la présence d'organes sensoriels, tout comme l'organe iso des crocodiliens. Ils ont compté plus de 200 foramen sur le prémaxillaire et sur un maxillaire incomplet sur cet individu. D'autres sauroptérygiens éteints ont également beaucoup de foramen sur l'avant du museau. Donc là dans l'article ils sont en train de dire mais il faudrait des analyses tomographiques pour pousser ça au clair, enfin, pour tirer ça au clair. Et les crocodiliens, donc bien sûr avec leur organe iso. Donc en gros le réseau, ok, ça connecte au niveau des dents, si j'ai bien compris de ce que je vois.
Alors. Donc ils ont une hypersensibilité du coup au niveau de la bouche. Ah, chez les mammifères, on a des chémorécepteurs concentrés sur la langue, effectivement, c'est ce qui nous permet de sentir le goût. Beaucoup de mécanorécepteurs à la surface de la peau. Mais chez les crocodiliens, ces deux types de récepteurs sont à l'intérieur de l'organe iso lui-même. Donc un article précédent de Dipoy et Milankovic avait démontré que ISO était la première structure sensorielle développée chez l'embryon de crocodile. Ok, donc c'est ce qu'ils développent en premier chez eux, d'accord. Ce qui souligne son importance vitale pour cet animal, effectivement, c'est ce qui se développe en premier. Donc là, voilà, on a chez les crocodiliens pour comparer. Alors, on a un réseau très complexe, il y a du bleu partout là. Ok, je vais passer un peu. Ah si, il y a à nouveau une comparaison. Alors. Bah, on va passer en vrai à là, c'est ça que je voulais. C'est ça que je voulais vous montrer. On va montrer, hop, un petit peu moins zoomé, s'il vous plaît. Et c'est ça dont les vidéos sur Instagram étaient en train de parler. Donc en gros, ils en ont profité également dans l'article, en plus d'analyser les rostres les rosettes des spinosauridae et le système neurovasculaire. Ils ont profité pour comparer Cristatusaurus et Suchomimus, donc en faisant justement de la morphométrie et donc ils ont remis le contour ici à la même taille pour les individus. En rose, c'est, le rond violet, c'est l'endroit où il y a la narine. Donc ils ont tout centré. Et donc pour comparer la forme entre la rosette de Cristatusaurus, la rosette de Suchomimus et la rosette de Baryonyx. Parce que donc là, il faut que je remonte un petit peu par rapport à mes notes. Voilà, ce que l'autre découverte, voilà, qui fait parler sur les réseaux. Voilà, la comparaison des restes fossiles donc indiquerait que Suchomimus et Cristatusaurus seraient la même espèce. Cristatusaurus a été nommé en premier. Et l'usage général en paléontologie est de garder le premier nom. Oui, ça j'avais déjà dit. Mais il y a eu des exceptions. Donc dans l'article ici, en page 6, mais c'est juste du texte donc je vais rester là. Il y a une petite histoire des noms Cristatusaurus et Suchomimus. Donc je me suis écrit un résumé. Donc, je vais vous lire ça. Donc le nom Cristatusaurus laparenti a été donné par Takei et Russell en 1998 sur la base de la morphologie des dents qui sont dentelées et la morphologie du museau. Donc il a été placé dans la famille des Baryonychinae. Quelques mois plus tard, après cette publication, toujours en 1998, Sereno et Hall décrivent le Suchomimus tenerensis et ils argumentent sur le fait que Cristatusaurus manque de traits distinctifs et ils le considèrent du coup comme nomen dubium. Voilà, on assiste en fait à des discussions entre paléontologues à travers des articles. Parce qu'ils en profitent voilà, pour faire des discussions voilà, en même temps des recherches. Et en 2016, nous avons Hendrix et Hall, donc, qui ont fait la description de Cristatusaurus laparenti et de Spinosaurus maroccanus, donc les mêmes espèces qui sont décrites dans cet article de juin 2026. Mais la description manquait de détails sur les foramens prémaxillaires et sur les structures sensorielles, ce qui, selon les auteurs de cet article-là, serait l'unique raison qui aurait poussé à considérer Cristatusaurus laparenti comme nomen dubium, au lieu d'un synonyme de Suchomimus telenensis ou encore de Baryonyx qui a été lui nommé en 1997, donc encore plus tôt que Cristatusaurus. Parce que oui, on parlait de Suchomimus et Cristatusaurus, mais en fait dans l'histoire de la paléontologie, il y a un troisième nom qui
qui apparaît là-dedans. Et donc maintenant, on est sur une question sur 3 noms. Et ce qui est bien, c'est que ici il y a la comparaison avec Baryonyx également en C. Et donc ce qu'on observe, c'est qu'on a un chevauchement quasi parfait entre Cristatusaurus en A et Suchomimus en B. Donc la forme de Cristatusaurus ici en vert. On a une différence entre l'adulte et le juvénile. C'est lequel d'ailleurs le juvénile des deux? Que je relise ça. Alors A... Alors, tout spécimen en grain. Non, c'est pas le juvénile, c'est la partie érodée, ok. Donc en vert, c'est reconstitué, d'accord. Et là, nous avons avec Baryonyx. Donc on remarque que ça s'emboîte. Enfin, ça se remet genre quasi parfaitement. Avec Suchomimus, genre vraiment à ce niveau-là de détail. C'est vrai qu'il n'y a plus trop de doutes. C'est le même. C'est le même en fait. Ça pour le coup, voilà, il n'y a pas trop de doute sur cette observation. Par contre sur Baryonyx, on voit que ça colle moins. Ça colle quand même moins là. Surtout là, Baryonyx, il a le museau qui va un petit peu plus encrocher vers l'intérieur. Donc Baryonyx pour le coup, il a un peu éliminé des possibilités. Voilà, Cristatusaurus suchomimus n'est pas un Baryonyx. Voilà, tout cela, ces deux-là et lui, ce sont deux espèces différentes. Par contre, ces deux-là, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Et donc, effectivement, l'article ici a l'air de plutôt prendre le parti pour retrouver le nom Cristatusaurus. Après, ce que nous disait Dinoguy dans la deuxième vidéo, c'est que ça va pas être figé dans la roche. C'est pas parce que y a Pité en 2026 qui nous dit en fait si le nom Cristatusaurus avait été éloigné, c'est juste parce qu'il n'y avait pas assez de descriptions, mais là on a résolu l'affaire, on a fait plus de descriptions, donc faut remettre le nom Cristatusaurus. C'est pas parce que il y a un paléontologue qui le dit que ça va forcément arriver. Il va se passer une discussion et beaucoup de recherches complémentaires, je pense, beaucoup de débats. Donc on n'aura pas la réponse tout de suite de quel est le nom qui va rester entre Suchomimus et Cristatusaurus. Et puis même d'ailleurs en fait vous voyez genre il y a encore des espèces actuelles où les deux noms coexistent encore. Notamment parce que Taurosaurus et Triceratops, il y a toujours le débat là-dessus. Avec le fait que Taurosaurus serait peut-être en fait juste un adulte Triceratops et que ce serait la même espèce. Mais ça fait longtemps que ce débat est là et qu'il est toujours pas résolu. Il y a ensuite eu l'histoire entre Nanotyrannus et Tyrannosaurus Rex. Est-ce que c'est un Tyrannosaurus Rex juvénile? Est-ce que c'est une autre espèce? Il y a eu un article qui allait plutôt dans le sens que c'était une autre espèce, parce que du coup en fait ils ont analysé au niveau des os avec le cartilage, sur le fait que du coup le Nanotyrannus qui est du coup un petit tyrannosauridé est en fait bien un adulte. Enfin voilà, il y a souvent ce genre de débat là et c'est pas résolu directement. Donc je pense qu'on va pendant plusieurs années encore potentiellement avoir les noms Cristatusaurus et Suchomimus qui vont rester. Et après, il y a aussi là ce qui est intéressant, ce que j'avais... Alors, j'ai vu notamment là sur Reddit. Ce qui est intéressant aussi, c'est par rapport à l'usage. C'est que Suchomimus a été plus cité dans des articles de recherche que le nom Cristatusaurus. Et du coup, bah en fait, le critère du premier nommé n'est pas le seul critère à rentrer en compte. Donc ça pose encore plus de questions là-dessus. Et après, là, il y a les questions personnelles de la préférence des noms. Personnellement, je suis plus habitué au nom Suchomimus. Genre, avant cet article, j'avais pas entendu le nom Cristatusaurus. Et vous, dans le chat, si vous êtes encore là, est-ce que vous avez une préférence? On est toujours sur la même bête, hein. C'est juste deux noms.
qui coexistent. Vous préférez le nom Suchomimus ou Cristatusaurus? En tout cas, le débat sur internet, ça a l'air d'être que le grand public a l'air de beaucoup préférer Suchomimus. Ce qui est compréhensible, c'est vrai que le nom Suchomimus sonne bien. Le nom Cristatusaurus, en vrai, ça va. C'est juste que, bah, en fait, on est beaucoup moins habitué. Suchomimus, bah, ça veut dire genre qui... Enfin, genre Mimus c'est mimé, Sucho c'est crocodile. Genre c'est avec... Enfin, c'est... genre qui mime le crocodile. C'est le cas d'ailleurs un petit peu de la plupart des Spinosauridés finalement. Avec leur museau très proche du crocodile. Et d'ailleurs, cet article nous apprend que ça allait encore plus proche qu'on le pensait, vu qu'ils ont des structures qui correspondent aux organes sensoriels qui existent chez les crocodiliens. L'organe ISO notamment. Donc là, on est potentiellement sur une convergence évolutive. Et Cristatusaurus, lui, son étymologie, bah, ça veut dire lézard à crête. Bon, il a une toute petite crête hein, sur le museau. Là, tiens, voilà. Là, ici. On voit mieux d'ailleurs sur Suchomimus, même si c'est le même. Il y a une crête aussi un petit peu à l'arrière, mais ça, bon, c'est chez Cristatusaurus, ça, on s'en rend pas compte. Hein. En tout cas, si on le nomme genre vraiment qu'à partir de ce qui est fragmentaire. Après, genre même si c'est une histoire de description et tout, il en reste que c'est un fossile très fragmentaire. Et il a été plusieurs fois considéré Nomion du biome. Mais donc, bah justement, la question est est-ce que ça va changer avec cet article? Voilà, vous en pensez quoi dans le chat? Je vais peut-être faire un petit sondage. Alors, je vais faire un sondage donc. Donc, lequel va rester? Donc c'est purement subjectif là, c'est un sondage comme ça. C'est d'après vous. Lequel va rester comme nom? Donc, Suchomimus ou Cristatusaurus. Je vous laisse 3 minutes. 3 minutes pour voter. Tiens, on laisse les votes supplémentaires parce que c'est marrant. Voilà, je vous laisse 3 minutes. Oui, du coup, donc aussi ce qui est amené, donc c'est Cristatusaurus, du coup, ce serait l'adulte et Suchomimus un juvénile. Et donc, après oui, donc ça j'avais dit que ça superpose quasi parfaitement. Baryonyx, il a une rosette plus en forme de crochet. Ah oui, on observe aussi au niveau des aires de répartition géographique. Bah, les deux, Cristatusaurus et Suchomimus, ils ont été retrouvés dans le Niger. Alors que Baryonyx, lui, c'était en Europe. Donc Baryonyx, enfin voilà, il est un petit peu hors jeu par rapport... Enfin, genre, c'est clairement pas des Baryonyx. Donc, du coup, je suis arrivé au bout de mes notes. Sur ce que j'avais travaillé là jusque là. Donc on va aller regarder genre un petit peu plus. En vrai, Suchomimus t'aime bien. Mimus, ça ressemble à Mimi. Il y a ça. Il y a aussi pour le nom, parce que dans Jurassic World Evolution 2, dans un de mes parcs, j'ai des Suchomimus. Et justement, en fait, des fois, j'essaye de leur trouver des prénoms qui ressemblent un petit peu au nom de l'espèce. Les Suchomimus, tu peux facilement décider de l'appeler Zuko. Ça rend bien Zuko. Le Cristatusaurus, si c'est le nom qui reste, je vais devoir renommer Zuko Christophe. Ça rend un peu moins bien. Alors, ça fait combien de temps? Il est 11h, ça fait 3h. Bon, on va passer un petit peu. Plutôt sur les discussions. Sur l'écologie et tout. Ah voilà, tiens. On a le paléoart qui a été montré. Alors, Life Restoration of two adult individuals of Cristatusaurus lapawenti.
Donc Paléoward du coup des Cristatusaurus Laparenti ou Suchomimus du coup. Qui sont en train de pêcher. En plongeant leur museau qui a plein de récepteurs. Donc là ils pêchent des sélacantes. Ah si, je crois que j'avais pas fait. J'étais pas arrivé réellement au bout de mes notes. Parce que j'ai oublié des trucs. Attendez. Alors. Non. Oh, c'était ouf. Ah oui, sur la sensibilité du museau. Oui, sur l'organe ISO des crocodiliens. Qui leur permettent du coup de traiter en fait plusieurs informations. À la fois mécano-sensorielles, chémo-sensorielles, thermosensorielles, électrosensorielles. Donc ça veut dire qu'ils traitent des informations mécaniques, donc le mouvement de l'eau. Et le chat a voté pour Suchomimus, du coup. Ça y est, la ratatouille mijote. T'as même fait un peu de rangement, mais GG à toi. Ouais, t'es parti à revivre, là. Alors, je vais pas dire c'est plus la canicule, en vrai, et on est toujours sur des températures chaudes. Pas dimanche. Enfin, si. 27 c'est chaud au max, mais c'est mieux. Genre là, j'arrive à me dire, genre je stream fenêtre ouverte. Bon, il fait 30 degrés parce que j'ai le PC, donc on va pas non plus rester là 107 ans. Je vais faire le... je vais continuer de regarder un petit peu l'article et puis après je vais faire la miniature du Paléo Actu avec vous. Parce que de toute façon, j'ai besoin de la faire sur ordi. Et comme ça, après, bah, je m'occuperai de récupérer la rediff. J'irai peut-être l'allumer vite fait un peu demain pour aller monter... Enfin, je vais même pas monter la rediff, c'est justement pour ça que j'ai bien foutu mon truc. En vrai, je vais juste aller couper ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après. Oui, donc... Oui, du coup, le museau des crocos. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont sensibles. Donc, enfin, ils sont sensibles au mouvement, donc le mouvement de l'eau et tout. Donc là, comme on voit, ils sont sensibles à la chimie. Donc ils peuvent détecter des particules chimiques. Donc, enfin, j'allais dire par exemple le sang et tout, mais ça après, enfin, c'est là où enfin voilà, même moi je suis un petit peu au bout de ma compréhension par rapport, enfin la différence entre détecter la chimie et l'odeur, parce qu'en soi finalement l'odeur c'est pas un petit peu des particules chimiques qui tapent nos récepteurs. Ah, ils ont un odorat aussi, hein. Là c'est pas la narine hein, qui est plongée dans l'eau, hein. C'est vraiment la rosette. Thermosensoriel, donc la température. Électrosensoriel, donc enfin le courant électrique. Donc voilà, ils peuvent détecter pas mal de trucs, en plus des odeurs avec leurs narines. Donc voilà, ils ont un super détecteur, un super capteur au bout de la rosette. Alors, conclusion. Je crois qu'après on est arrivé au bout en vrai. Ouais, après c'est les références. Donc, eh ben on est pas mal là-dessus là. Je crois qu'on est pas trop mal. Bah du coup ça a marqué la fin du Paléo Actu. Je vais rester encore un petit peu pour aller faire la miniature pour pouvoir le poster en ligne. Ah oui, du coup Héron, toi qui entendais en cuisinant, mais qui a pas pu voter parce que t'avais les mains occupées. Tu préfères quoi, Suchomimus ou Cristatusaurus comme nom? Genre c'est vrai qu'avant de lire un petit peu les arguments de l'article, j'étais plutôt pour me dire, je pense que c'est Suchomimus qui va rester, parce que Cristatusaurus, il est déjà en nomium, en nomium dubium, c'est pas facile à prononcer, mais vraiment pas facile à prononcer, en nom douteux, le fossile est très fragmentaire, on en entend très peu parler de ce nom, c'est beaucoup Suchomimus qui reste. Mais c'est vrai qu'après avoir les arguments de l'article, ça a mis un petit peu le doute. Je me dis, ah ouais, il y a moyen. Mais bon, voilà, il reste quand même très fragmentaire. Et c'est vrai que s'il a été beaucoup moins cité dans des articles. Voilà, c'est. Comme dirait Simplex Paléo à la fin de ses conclusions, affaire à suivre. Pour le coup. Je pense qu'on aura des nouvelles après. Mais bon, ça va être au cours des années à suivre. Genre, est-ce que c'est Suchomimus qui va passer en nomium dubium? Lequel va être le nom qui va rester officiellement?
En tout cas, le Muséum d'Histoire naturelle de Paris a l'air d'être plus attaché au nom Christatusaurus.